Il ne se passe pas une seule semaine sans que je ne reçoive de messages me demandant mon avis sur l'efficacité de tel ou tel produit censé nous protéger des ondes électromagnétiques. Et ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que j'en reçois de plus en plus. Et même parfois de certains professionnels de santé. Oui, j'ai mis des guillemets. J'ai donc pris la décision de faire cette vidéo pour expliquer et démontrer concrètement pourquoi aucun de ces produits ne pourra jamais avoir la moindre efficacité face aux ondes électromagnétiques. Oui, je sais, ça va pas plaire aux revendeurs, mais bon, c'est pas bien grave. Il serait surtout temps qu'ils arrêtent de prendre les gens qui ne savent pas pour des vaches à lait. Alors autant le dire tout de suite, je ne vais pas du tout chercher à débattre de la notion même de vouloir se protéger des ondes électromagnétiques, ça n'est pas le sujet, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, là je vais vous démontrer pourquoi tous ces produits vendus comme étant une solution pour se protéger de ces ondes ne pourront jamais avoir le moindre effet sur elles ou par rapport à elles. En revanche, après vous en avoir fait la démonstration, je vous expliquerai et vous montrerai ce qui est réellement efficace pour être isolé des ondes radio comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G, la 5G, etc. Et vous comprendrez pourquoi, en pratique, ça n'est pas vraiment viable au quotidien. Et pas d'inquiétude, je vais chercher à vulgariser. Aucune formule mathématique de physique ni aucun schéma compliqué sera utilisé dans ces explications, je vous épargnerai ça. On sera plus dans le visuel. Alors bon, je ne vais pas non plus pouvoir éviter d'être parfois un peu technique. C'est quand même un petit peu plus compliqué à expliquer que la recette pour faire de la pâte à crêpes. Et je vous invite à rester jusqu'à la conclusion, ou alors si vous ne voulez pas regarder l'ensemble de la démonstration qui va suivre, au moins ne zappez pas la conclusion. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les produits qui revendiquent la capacité de vous protéger des ondes électromagnétiques, il y en a beaucoup trop. Je ne vais citer que les plus connus, mais le sujet concerne aussi ceux que je ne citerai pas. D'ailleurs, pendant que je vous montre en direct quelques-uns de ces objets, observez également les prix pratiqués, vous allez voir c'est intéressant. On a par exemple l'incontournable oscillateur magnétique de compensation sur lequel j'ai même dédié un épisode en mars 2020. La sphère vitalisante Harmony de 4 cm de diamètre qui génère un champ d'énergie vitale sur un rayon de protection de 20 mètres. La pyramide de Shangit qui émet des ondes très puissantes et profondes. Les pyramides orgonites qui constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques. Notez bien le efficace. Le pendentif WP3 en cuir. Oui, en cuir. Et comme il est bien stipulé, il permet d'absorber les ondes et les transformer en énergie continue. Aucune idée de ce que peut être de l'énergie continue par contre. On trouve également des peintures hautes et basses fréquences avec lesquelles vous pouvez peindre les murs de votre habitation, ainsi que les papiers peints et autres revêtements muraux, sans oublier les vêtements comme les bandeaux, bandanas, sweatshirts à capuche et même pantalons. Mais mon préféré de tous ces produits miracles, c'est incontestablement la lessive anti-ondes électromagnétiques qui est proposée soit en version liquide, soit en poudre. C'est fabuleux, on a le choix. Bref, voilà, vous avez compris l'idée, vous trouverez ce genre de produit pour tous les domaines et dans tous les styles, étant donné que le marketing s'est emparé de la question il y a déjà un certain temps. Donc maintenant, on va passer à la partie centrale de cette vidéo qui va vous permettre de comprendre concrètement pourquoi tout ça est du grand pipotage et de la grosse arnaque. Et au cas où vous ne le sauriez pas encore, j'ai déjà fait 2 gros épisodes sur les ondes électromagnétiques dans notre quotidien. Vous trouverez le lien de ces 2 vidéos dans la description. Ce sont les 2 premiers d'une série de 4, les 2 autres sortiront dans quelques semaines, mais qui contiennent déjà suffisamment d'informations pour bien comprendre en détail le rayonnement électromagnétique. Donc je ne vais pas revenir ici sur ce que c'est. Alors si on en croit les vendeurs, tous ces objets anti-ondes sont vendus pour nous protéger des ondes radioélectriques, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, etc. Sachant que toutes ces ondes appartiennent à la catégorie des micro-ondes dans le spectre électromagnétique. Justement, petit rappel du graphique représentant le spectre électromagnétique, vous l'aurez d'ailleurs déjà sans doute vu ou étudié au lycée en physique-chimie. Il représente l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence et longueur d'onde dans le vide, avec également leur énergie photonique. Il s'étend sans aucune rupture de 0 à l'infini. Ici de droite à gauche, ça va des fréquences les plus basses aux fréquences les plus élevées, et plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transportée par les photons de l'onde est importante, jusqu'à devenir dangereuse, voire mortelle pour les rayons ionisants, c'est-à-dire les rayons qui transportent tellement d'énergie qu'ils peuvent altérer nos cellules s'ils les traversent trop souvent. C'est notamment le cas des rayons X et des rayons gamma. De droite à gauche, ayant la plus petite quantité d'énergie vers la plus grande, on trouve donc les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma.
Et il est bon de savoir qu'à lui tout seul, notre Soleil émet chaque seconde tous ses rayonnements électromagnétiques avec un maximum en lumière visible et en infrarouge. Bref, vous l'aurez donc compris, toutes les ondes électromagnétiques sont de même nature. Ce qui change d'une onde à l'autre, c'est sa fréquence et la quantité d'énergie qu'elle transporte. La lumière visible partage donc les mêmes propriétés physiques que les ondes de radiofréquence, comme le Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, etc. Il n'y a que les fréquences, donc la longueur d'onde et l'énergie des photons qui diffèrent. D'ailleurs, dans le vide, elles se propagent toutes à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas que les rayons de lumière visible qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et ce point est intéressant parce que ça va me permettre dans un instant d'utiliser la lumière pour illustrer une petite démonstration sur le comportement de ces zones dans un environnement établi. Mais d'abord, revenons sur cette fameuse protection proposée par ces produits. Voici l'illustration d'un environnement d'intérieur dans lequel baigne une certaine quantité d'ondes électromagnétiques matérialisées par ce bruit ambiant pixelisé. J'y ajoute maintenant un de ces objets anti-ondes qui, selon les affirmations de son vendeur, rayonnerait dans un diamètre de plusieurs mètres autour de lui un champ énergétique suffisamment important qui serait en mesure d'atténuer la propagation des ondes et du champ électrique qui s'y trouve au point de les annuler ou de les rendre négligeables. Un peu comme si ces objets étaient capables d'avoir une influence sur la propagation des ondes, ou de pouvoir manipuler les photons, etc. Dans l'imagination des gens qui inventent ces produits-là, oui, sans doute que ça se passe comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est capable de décrire précisément le comportement de la matière à l'échelle atomique et la nature du rayonnement électromagnétique. Et manque de bol, c'est même pas en rêve. Donc à ce stade, quelques petites explications et simulations s'imposent pour vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement. La clé pour comprendre l'inefficacité de tous ces produits anti-ondes passe d'abord par la compréhension des propriétés fondamentales des ondes électromagnétiques. Mais pas de panique, je vais rendre ça très digeste. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une onde électromagnétique est par nature active et transporte une certaine quantité d'énergie à travers les photons qui la composent, le photon étant une particule élémentaire. Donc je vais vous montrer et vous expliquer comment elle se propage et quelles sont les propriétés fondamentales en question en utilisant pour ça quelques logiciels de simulation réalistes. Une onde électromagnétique sera émise à partir de sa source d'émission ponctuelle et se propagera à la vitesse de la lumière, soit un tout petit peu moins de 300 millions de mètres par seconde. Et si on ne cherche pas à la rendre directionnelle par un principe de guide ou autre, elle se propage uniformément dans toutes les directions. Ensuite, elle perd de son amplitude au fur et à mesure de sa propagation dans les milieux matériels ou non matériels et de son éloignement de sa source. On appelle ça l'atténuation, ce qui veut dire que cette amplitude sera à son maximum à la source et qu'elle diminuera avec la distance jusqu'à devenir nulle. Et c'est la loi en carré inverse qui s'applique ici, dans laquelle l'intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source. Donc par exemple, imaginons qu'à 1 mètre de sa source d'émission, son amplitude mesurée est de 100. Peu importe ici l'unité, c'est pour l'exemple. Eh bien, à 2 mètres, elle sera 4 fois plus faible et elle sera donc plus que de 25. À 3 mètres, elle sera 9 fois plus faible, donc 11,11. À 4 mètres, elle sera 16 fois plus faible, etc. On poursuit ensuite avec le phénomène d'absorption. Dès lors que l'on quitte le vide, l'atténuation que j'ai évoquée il y a une minute croît par absorption, parce que lors de sa propagation, l'onde rencontre des électrons qu'elle va exciter et qui vont émettre à leur tour du rayonnement. Ensuite, la réfraction. Quand une onde change de milieu de propagation, par exemple de l'air à l'eau pour ensuite passer dans du verre comme c'est le cas dans cette simulation, sa vitesse change du passage d'un milieu à un autre et sa direction s'incurve. Et le rapport de ce changement de vitesse entre les deux milieux s'appelle l'indice de réfraction. Puis on a la réflexion, et c'est sans doute la propriété la plus évidente à comprendre puisque c'est elle qui nous permet entre autres de voir les objets et matériaux qui nous entourent étant donné que les rayons de lumière sont réfléchis par toutes les surfaces et une partie d'entre eux finit par atteindre la rétine de nos yeux. Autre propriété importante, la diffraction, qui est le phénomène qui se produit lorsque des ondes rencontrent des obstacles, des angles ou bordures d'obstacles ou des ouvertures par lesquelles elles s'engouffrent et dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de leur propre longueur d'onde, ce qui entraîne une modification de leur trajectoire et se traduit par des perturbations dans leur propagation. Dernière propriété à connaître simulée ici via un prisme, il s'agit de la dispersion, qui est le phénomène affectant une onde qui se propage dans un milieu dans lequel les différentes longueurs d'onde qui la constituent ne se propagent pas à la même vitesse. Par exemple, dans le matériau de verre, le rouge de la lumière visible se propage plus vite que le bleu. Et l'exemple le plus connu est bien évidemment l'arc-en-ciel, dans lequel les rayons de lumière visible se dispersent sur un mur d'eau en suspension dans l'air. Voilà pour ce qui est des propriétés fondamentales. Alors, il en découle pas mal d'autres phénomènes, comme par exemple les interférences, la polarisation de la lumière, l'effet Doppler-Fizeau, et j'en passe, mais à ce stade, il n'est pas indispensable de les connaître. Alors, ce que je vais dire là va paraître évident pour beaucoup d'entre vous,
Mais croyez-moi si je vous dis que ça ne l'est pas du tout dans la tête de tout le monde. Au moment où une onde est émise depuis une source, sa propagation commence et ensuite elle est livrée à elle-même. On ne peut plus la modifier. Elle pourra être absorbée, réfléchie, réfractée, dispersée, diffractée, etc. Mais elle ne pourra pas être arrêtée ni désintégrée dans sa course. Si on coupe subitement la source d'émission, il n'y aura plus de nouvelles ondes émises, mais celles qui l'ont été avant la coupure et qui n'ont pas encore été entièrement atténuées continueront leur propagation. Elles disparaîtront lorsque leur amplitude ou leur puissance sera devenue nulle à force d'atténuation dans les milieux qu'elles traversent. Et c'est précisément ce qui caractérise une onde, qu'elle soit électromagnétique ou mécanique. J'ajoute aussi qu'il est physiquement impossible qu'un dispositif ou un objet attire exclusivement vers lui un rayonnement électromagnétique qui a été émis de façon omnidirectionnelle. Sinon, ça s'appelle un trou noir. Bon, sachant ça, quand vous lisez en description d'un objet qu'il a la faculté d'absorber les ondes néfastes, si vous aviez un pipomètre, il s'affolerait dans la seconde qui suit. Mais malheureusement, les pipomètres, ça n'existe pas. Alors, maintenant que vous avez pris connaissance de ces propriétés, on va pouvoir se placer dans un contexte de simulation et de démonstration dans lequel on va exposer un de ces produits anti-ondes à une propagation d'ondes électromagnétiques dans la bande des micro-ondes. Donc ça peut être Wi-Fi, Bluetooth, 5G, peu importe. Et pour les besoins de la démo, on va exploiter le Bluetooth. Donc voici une de ces pyramides de Shingit officielles de 4 cm que je me suis procuré pour 15 €, et rappelez-vous de la description du produit, c'est celle qui aurait la vertu d'émettre des ondes très puissantes et profondes dans une zone de 3 mètres de diamètre. Alors la mise en place est la suivante, nous avons un baladeur Bluetooth à gauche et une enceinte Bluetooth à droite, sachant que les deux sont appairés. J'ai placé au centre une sonde de champ proche qui est reliée à mon analyseur de spectre afin que l'on puisse monitorer tous les signaux radiofréquences que capte la sonde, notamment l'activité du Bluetooth sur la bande des 2,4 GHz. Et pour l'instant, la pyramide n'est pas encore impliquée. Je lance la musique. Et on peut voir sur l'écran de l'analyseur qu'il y a une certaine activité dans la bande de fréquence du Bluetooth. On s'en doutait un peu vu qu'il y a un échange de données entre le baladeur et l'enceinte. Maintenant je vais refaire la même chose mais avec la présence de la pyramide que je place directement en dessous de la sonde, au moins pas de risque d'interférence. Je relance la musique. Et on constate que l'activité électromagnétique est strictement identique, le signal Bluetooth est toujours aussi puissant et actif que lorsque la pyramide n'était pas dans la scène. Alors concrètement, que se passe-t-il dans ce genre de scène? Eh bien, en voici la simulation numérique vue en 2 dimensions. Le baladeur va émettre son signal numérique contenant la musique et l'enceinte en réception émettra aussi ponctuellement un signal à destination du baladeur pour l'informer qu'elle est toujours en écoute. Je lance la simulation et vous laisse observer le comportement des ondes électromagnétiques au niveau de la pyramide. De par son matériau, elle ne fera tout simplement que réfléchir les ondes, aucune n'est réellement absorbée, contrairement à la table qui en absorbe une partie et réfléchit le reste. Le rayonnement infrarouge n'est pas représenté dans ce genre de simulation, et si c'était le cas, ça serait le seul rayonnement qui émanerait de la pyramide. D'ailleurs, voici justement ce que ça donne à travers une caméra thermique FLIR. Dans la fiche de description des produits que j'ai cités en exemple au début de la vidéo, et d'ailleurs même ceux que je n'ai pas cités, on peut souvent y lire qu'ils sont capables de rayonner et générer un champ d'énergie vitale ou un truc du genre. Vous êtes conscient que, mis à part le rayonnement thermique qui est émis spontanément par tout corps dans le domaine infrarouge, ces objets ne rayonnent absolument rien d'autre. Et là, je ne parle ni de fluorescence ni de phosphorescence, ni même de rayonnement ultraviolet comme celui émis par les lampes à bronzer. Mais qu'est-ce que vous voudriez que ces objets émettent d'autre dans le rayonnement non ionisant ? Il n'y a rien d'autre. Non, parce que, bon, c'est bien beau de parler de générer un champ d'énergie vitale, mais mis à part le fait que ça sort de nulle part, ça serait quoi l'interaction avec le photon? Je suis très curieux de savoir quel type de champ énergétique serait capable d'avoir concrètement une influence sur les photons. Oui, parce que ça soit en physique des particules, donc en physique subatomique, ou dans la théorie quantique des champs, ou bien sur l'ensemble de la physique théorique, ça ne correspond absolument à rien. Et d'ailleurs, le fameux « cherchez pas à comprendre, c'est quantique », et bien là justement ça marche plus, parce que les photons et le rayonnement électromagnétique sont au cœur de la physique quantique. Bref, après avoir abordé tout ça, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus sur l'arnaque que représentent tous ces produits anti-ondes qui sont en plus vendus à des prix indécents? Alors maintenant, petit retour en arrière pour se repasser ce que j'annonçais à 1 minute 12 de cette vidéo. Je vous expliquerai et vous montrerai ce qui est réellement efficace pour être isolé des ondes radio comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G, la 5G, etc. Et ben ça s'appelle une cage de Faraday et c'est tout le sujet du chapitre qui suit maintenant.
Michael Faraday est un des plus brillants physiciens et chimistes du 19e siècle dont les travaux ont permis des avancées considérables dans le domaine de l'électromagnétisme, de l'électrochimie, de l'électricité et j'en passe. Donc à lui tout seul, le gars est un véritable monument au même titre que James Clerk Maxwell. Et parmi ses nombreuses inventions, il y a notamment en 1836 un dispositif qui permet de bloquer les champs électromagnétiques dans un espace clos et qui prendra finalement l'appellation de cage de Faraday. Il s'agit d'une enceinte fermée, constituée d'un maillage de matériaux conducteurs et reliée à la Terre de façon à maintenir son potentiel électrique fixe. Alors je vais vous expliquer rapidement le principe d'un point de vue de la physique, mais si vous ne comprenez pas tout, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le champ électrique à l'intérieur même de la cage est annulé, même si ce champ est très élevé à l'endroit où elle se trouve. C'est pas du tout de la magie, c'est juste de la physique. Lorsqu'un champ électrique est appliqué à l'extérieur de la cage, les électrons dans le matériau conducteur sont déplacés de sorte qu'un côté de la cage devient chargé négativement, tandis que le côté opposé de la cage devient chargé positivement. Cette polarisation électrique induite annule le champ électrique externe presque entièrement à l'intérieur des conducteurs et, dans une large mesure, également dans les parties non conductrices à l'intérieur de l'enceinte, protégeant son intérieur des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, le principe de la cage de Faraday est très largement répandu, notamment dans la conception d'équipements électroniques pour protéger leurs circuits des interférences radioélectriques externes. Et globalement, il existe des tas d'applications dans beaucoup de domaines différents qui exploitent ce principe pour isoler un compartiment de l'exposition aux champs et aux ondes électromagnétiques. Mais surtout, c'est le seul dispositif physique qui permet ça efficacement. Pour paraphraser, la cage de Faraday est au champ électromagnétique ce que la kryptonite est à Superman. Voyez ? Quand on réalise des mesures de champ électrique à l'intérieur même de l'enceinte, on constate qu'il a bien été annulé, alors qu'il est pourtant toujours présent à l'extérieur. Alors dans le cadre de l'épisode 27 que j'avais publié en février 2020, j'avais réalisé une petite cage de Faraday pour la démonstration. C'est donc l'occasion de la ressortir pour vous montrer 2 ou 3 petites expérimentations. Première simple démonstration, ce petit récepteur FN ne sera plus en mesure de recevoir la moindre onde radio à partir du moment où il sera emprisonné dans la cage. Et aussitôt qu'il en est libéré, la réception reprend. Seconde démonstration, je vais cette fois utiliser la sonde de champ proche reliée à l'analyseur de spectre comme tout à l'heure, ce qui va nous permettre de visualiser la porteuse et les différentes harmoniques du signal émis par cette petite télécommande d'alarme. Donc dès que j'appuie sur un des boutons, un signal est émis et on peut voir sur l'écran de l'analyseur les pics au niveau des fréquences de la porteuse et de ses harmoniques. Je le refais une seconde fois. Je place maintenant le compartiment de la cage par-dessus la sonde de telle façon à ce qu'elle y soit emprisonnée. Et je recommence l'opération. La sonde ne capte plus le signal émis par la télécommande, seul le plancher de bruit est visible sur l'écran de l'analyseur. Dernière petite expérience, cette fois j'utilise un routeur Wi-Fi et ce sera au niveau du cercle rouge qu'apparaîtra l'activité Wi-Fi centrée sur la fréquence de 2,45 GHz. Des pics du signal émis par le routeur apparaissent régulièrement. Et à partir du moment où je cache la sonde dans le compartiment de la cage, ces pics ne se produisent plus parce que la sonde ne capte plus le signal Wi-Fi. Alors comprenez bien une chose, on vit aujourd'hui dans une société dans laquelle la vente de tels produits anti tout ce que vous voulez est autorisée à partir du moment où ils sont reconnus sans dangerosité pour la santé du consommateur. Et ce, sans avoir l'obligation de démontrer leur efficacité, et c'est là tout le paradoxe. Oui, parce que s'ils devaient démontrer leur efficacité, comme c'est bien évidemment le cas pour les labos pharmaceutiques, il y en aurait zéro. Parce que vendre des cages de Faraday pour la maison, on va rapidement atteindre la limite, quoi. Du coup, on se retrouve avec un marché inondé de toutes ces babioles que les fabricants et les revendeurs font passer pour ce qu'ils ne sont absolument pas. Après, il faut pas se leurrer, hein, les fabricants le savent pertinemment que ça n'a aucun effet. Ils font ça pour l'argent et parce que rien ne le leur interdit. Ils exploitent juste un vide juridique et un bon filon commercial. Et ce filon tire sa source de toute la désinformation qu'il y a à propos de la nature du rayonnement électromagnétique et de la confusion et des peurs que ça engendre dans la tête des gens qui ne savent pas que il ne suffit pas juste de poser un objet à un endroit pour que les ondes disparaissent tout autour. Maintenant, quand les gens me disent « j'ai acheté tel produit et je sens qu'il me fait du bien par rapport aux ondes », je réponds « très bien, tant mieux pour vous ». Mais dans ce cas-là, c'est uniquement dans votre tête parce que physiquement, le produit n'y est absolument pour rien.
Et je viens précisément de vous expliquer pourquoi. Et il n'est pas exclu que l'acte volontaire de faire l'achat de tel ou tel objet renforcera votre conviction de son efficacité et vous confortera dans cette sensation de protection. Je vous invite à creuser la question autour de l'effet placebo. Il y a pas mal d'articles assez intéressants sur le sujet qui se trouvent plutôt facilement sur Internet. Donc, comprenez bien que cet objet n'aura physiquement pas plus d'effet protecteur sur vous vis-à-vis de ces ondes électromagnétiques qu'un os de poulet ou qu'un pot de moutarde, par exemple. Bref, je rappelle avant tout que le but de cette vidéo est d'informer les gens sur la réalité du rayonnement électromagnétique par rapport à ces produits. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre argent et avec vos convictions, bien entendu. Voilà, on va rester là. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager, elle a été faite pour ça. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023. À bientôt!